and to respond how transparency, good governance, how inclusiveness would work. And I think what we're doing right now in Metropolitan Manila is akin to an inclusiveness with compassion, treating them with social justice. Of course, you will have all the byproducts of this. You will have unemployment. You will have petty crimes on the rise. You will have a need for more policemen on the beat. You will have a need for more social and health facilities that would respond to their needs. But ultimately, I think urbanization should be looked at as an opportunity wherein the barriers of classes will be broken down. And I would believe that dealing with urbanization itself would be dealing with the human capital, not just the infrastructure. That's from my own personal experience on how we are doing it right now in Metropolitan Manila. But of course, you have to address the other things. You have to have better roads. You have to have better drainage systems. You have to have more water facilities. You have to have your sewerage treatment plants, which we're doing right now, 26 of them, in partnership with the private sector, and all the other amenities that would entice people to flock to Metro Manila. But I repeat it again, the success of any city or any urban area would be gauged on how it would treat its human capital. Thank you. Thank you very much, Francis. That is a very interesting and very... Sorry. So that's an interesting and very different approach. I think it's particularly, I don't know if maybe I'm going out on a limb, but I think it's a variation approach where you look at urban populations as great potential, as great human potential, as great human capital that can lift themselves and lift the nation and lift the country out of whatever situation it finds itself in. And then once you've decided that that is a great asset, you then provide the hardware for it. So it is not a problem as such, but it's a problem that can find solutions to. But it's a good thing, more or less. But you know, we don't have too much time there are many areas that we would have liked to discuss even further. But let's now go to the services. The next two speakers are people who basically provide services on a very large scale all over the world. So first we'll go to Dr. Marjorie from Alstom in Morocco, which is a very large multinational company. So, sir, what is your take on this? Oui. Merci, Monsieur le Président. Je suis le président d'Alstom au Maroc et Alstom est une des grandes entreprises capables de construire et de maintenir les grandes infrastructures nécessaires au développement dans le domaine de l'énergie et du transport ferroviaire. Et au Maroc, tout spécialement, bien que nous soyons seulement un fournisseur de hardware, nous sommes heureux de contribuer à l'aménagement du territoire et au développement urbain à travers de très grands projets qui sont en cours ou en développement et qui représentent en ce moment plus de 2 milliards d'euros. Donc mon angle de vue aujourd'hui sera les infrastructures de transport urbain. Les transports urbains, c'est une des grandes clés de l'harmonie durable de la métropole. Nous voulons que cette métropole soit humaine, qu'elle crée du lien, qu'elle facilite l'échange. Nous voulons que son développement soit durable, c'est-à-dire sécuritaire, responsable de l'environnement, orienté vers les métiers d'avenir, du tertiaire et de la technologie. Toutes les infrastructures, notamment énergie, eau, information, transport, en sont la condition et d'une certaine manière précèdent le développement économique et se fécondent mutuellement. Alors, dans Alstom, nous sommes experts dans plusieurs de ces métiers, mais je m'arrête aujourd'hui sur le transport urbain parce qu'il nous paraît concentré
beaucoup des difficultés. L'énergie, l'eau, l'informatique sont relativement aisés à décider et à financer. Mais le transport urbain est beaucoup plus difficile pour deux raisons. C'est un investissement lourd et c'est une exploitation très coûteuse. Nulle part au monde, et surtout pas dans les grandes métropoles du Sud, le passager ne peut payer le vrai coût du ticket, le vrai coût du système de transport avec son ticket. Et d'autre part, le transport se trouve au carrefour des compétences et des moyens de la ville et de l'État, et il pose un difficile problème de gouvernance. Il est donc difficile à développer dans les grandes villes, et pourtant, il est une nécessité absolue pour pallier leur congestion croissante, et un élément aussi essentiel, ça a été dit, de leur compétitivité par rapport aux métropoles concurrentes. Le bus à grande capacité, le tramway, le métro, le RER sont beaucoup plus que des moyens de transport. C'est aussi de puissants vecteurs d'image et de puissants moteurs de l'aménagement urbain. Alors, quelles sont les solutions que nous voyons de notre fenêtre ? Je voudrais esquisser 3 points qui touchent à la définition du projet, à son financement et à sa gouvernance. Sur le projet de transport, il n'y aura pas de bonne réponse internationale à l'expression du besoin par les autorités de la métropole d'un système de transport sans une très bonne définition du projet. Il existe bien sûr des grands bureaux d'études qualifiés pour assister les autorités sur ce point, mais eux-mêmes ne peuvent pas bien travailler sans se référer à un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui soit vraiment le fruit d'une réflexion courageuse, d'une réflexion réaliste. Ensuite, le projet devra être établi en concertation avec ceux qui ont la légitimité pour exprimer le besoin, c'est en général la ville et son maire, avec ceux qui peuvent rassembler les moyens financiers, et c'est en général l'État, mais aussi avec les acteurs qui sont potentiellement concurrents du nouveau système de transport, par exemple les syndicats des bus privés ou les syndicats de taxis. Le projet, tel qu'on le définit, il exprime des choix difficiles forcément sur le tracé, sur son tracé, et entre les modes de transport. La Banque mondiale préfère le bus en site propre, qui est la solution la moins chère, mais elle est moins capacitive et quelquefois elle pose des problèmes d'espace, elle est assez consommatrice d'espace. La meilleure capacité, c'est celle du métro ou du RER, mais ils sont chers et parfois ils sont dangereux pour l'environnement. Le tramway a de plus en plus de succès parce qu'il est 4 ou 5 fois moins cher que le métro, il est 2 fois plus cher que le bus en site propre, et il est aussi une très belle vitrine politique quand il se déplace dans la ville. Il est très visible, il exprime le choix, le projet de la ville pour le futur. Le deuxième aspect, c'est le problème de financement. Alors, c'est le problème du financement de l'investissement, mais aussi, et c'est trop souvent occulté, c'est le problème de la subvention d'exploitation pendant toute la durée de vie du système de transport. Ces problèmes se sont aggravés ces dernières années par l'effet de 2 phénomènes. Les ressources fiscales des grandes villes du Sud sont de plus en plus affectées à lutter contre la pauvreté, d'abord, et contre l'insécurité. Et d'autre part, les ressources d'aide bilatérales, tels les prêts RPE, les prêts espagnols, les prêts allemands, etc., se sont beaucoup restreints du fait de la crise budgétaire et financière qui sévit dans les pays développés. Donc il y a d'autres pistes à explorer. On en a déjà, ça a été déjà évoqué partiellement, mais je pense que de nouvelles ressources fiscales doivent être dégagées, assises sur ceux qui profitent de plus du développement de la métropole, et qu'elles soient affectées directement au transport urbain. Alors, il y a des villes ou des pays qui choisissent un versement transport tel qu'il est demandé en Europe aux entreprises de l'agglomération. On peut aussi penser à des taxes assises sur les télécommunications, telles qu'elles sont pratiquées par exemple en Égypte et affectées au transport. Et je pense aussi qu'il faut trouver des mécanismes
pour affecter à la collectivité la plus-value foncière privée qui se génère autour du système de transport quand il est construit. Ça, c'est des pistes publiques. Bien sûr, l'autre piste, c'est d'intéresser davantage le secteur privé à travers les PPP ou les concessions, etc. Alors, le secteur privé a effectivement beaucoup à apporter du fait de ses ressources financières et du fait de ses ressources humaines. Et en plus, il a vraiment une obligation de réussite. Mais il faut une saine répartition des risques. Dans un pays pauvre, le privé peut prendre le risque de construction et une part de financement, mais il ne peut pas prendre le risque de non-paiement. Donc la garantie de l'État sur l'investissement est indispensable. Et en dernier ressort, bien souvent, une garantie d'une institution financière internationale. Le privé peut prendre le risque d'exploitation et être rémunéré par la ville sur ses charges, mais il ne peut pas prendre le risque de trafic, parce qu'il ne maîtrise pas la régulation dans la ville, et il ne maîtrise donc pas la concurrence des autres modes de transport. C'est à la ville de prendre ces risques. Alors maintenant, la gouvernance. On voit bien qu'il y a le rôle de l'État, le rôle de la ville, le rôle des institutions financières internationales pour assurer la cohérence entre les différents modes de transport, organiser leur interconnexion, assurer un trafic convenable à tous les modes de transport. Il y a un problème de séparation du risque industriel et du risque commercial. Il y a à combiner la légitimité du maire et ses compétences politiques locales pour décider, et puis avec l'autorité de l'État pour rassembler les moyens et les mettre en place. Il faut faire accepter l'effort par la population. Il faut associer le privé et les budgets publics pour permettre que le projet soit bancable, entre guillemets. On voit donc combien pour chaque projet de transport dans une grande métropole, et spécialement dans le Sud, il y a un problème de gouvernance de la société qui porte les projets. Il faut de fait une parfaite entente entre le maire et le représentant de l'État. Tous doivent être présents dans la société qui porte le projet. À l'État d'apporter à la ville les ressources dont elle a besoin et de garantir les investissements. À la ville de mettre en place l'autorité régulatrice avec un vrai pouvoir d'intervention, d'associer les bus, les taxis à la reconfiguration du réseau autour du système lourd de transport, voire de les associer à l'exploitation à travers une billetterie, un ticket commun. Voilà ce qui me semble des pistes à travailler pour mieux maîtriser le transport dans les grandes métropoles, qui est une condition de la maîtrise de leur croissance. Merci. Thank you very much indeed. This is again open up another chapter in this in the whole saga, which is much more interesting. How do you finance services? How do you finance transport? And there are ways, of course, to do it. But we shall return to this subject a bit later. Right now, our last speaker in the first round, Denis Semenon, will talk to us about what his organization can do, again, to solve some of these urban problems. It's all yours, Denis. Merci, Monsieur le Président. Je représente donc la société GDF Suez, qui résulte de la fusion entre Gaz de France et Suez. Nous sommes une entreprise qui effectivement opère aujourd'hui pour un tiers de ses activités dans l'énergie, dans l'électricité, un tiers dans le gaz et un tiers dans les services, donc services énergétiques, en particulier l'efficacité énergétique, et services à l'environnement, l'eau et les déchets. Donc vous comprenez que cette problématique de la ville est une problématique qui nous intéresse beaucoup et sur laquelle nous travaillons. Je rappellerai juste deux chiffres en introduction. Il y avait dans la présentation qui a été faite dans les documents des chiffres très intéressants. Moi, je mentionnerai le fait que d'ici 20 ans, la population des villes aura doublé. Vous aurez 5 milliards de femmes et d'hommes qui vivront dans les villes.
soit à peu près 60% de la population. Ça veut dire que d'ici là, on a à peu près par mois une ville de la taille de Paris, donc tous les mois. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et deuxièmement, 90% de la croissance de la population mondiale entre 2010 et 2035 concerne des pays qui ne font pas partie de l'OCDE aujourd'hui. Donc des pays qui sont plutôt des pays du Sud, on l'a vu dans le panel d'aujourd'hui. Alors moi, je voulais intervenir sur 2 points. Premièrement, vous dire un petit peu comment nous percevons la ville, c'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, il nous semble que la ville est confrontée à plusieurs problématiques. Beaucoup ont été évoqués cet après-midi. Je rappellerai simplement quelques points. D'abord, la ville doit être vivante, par définition, ce qui veut dire que c'est une ville qui doit à la fois résoudre les problèmes de mixité sociale, d'éviter la constitution de ghettos, la constitution de quartiers qui sont séparés les uns des autres. Elle doit être fonctionnelle, connectée, les problèmes de télécommunication sont des problèmes importants aussi, et permettre la mobilité. On a parlé des transports, et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, la ville doit être attractive. Il y a effectivement une compétition aujourd'hui entre les villes. On a évoqué la question des villes qui sont le moteur de la mondialisation, de la globalisation. Je crois que la théorie américaine a été longtemps de dire les villes sont les fers de lance de la compétitivité américaine. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple en Chine, je crois que cette problématique est reprise complètement. C'est-à-dire que les villes doivent être le moteur d'une compétitivité, d'une compétition par rapport aux autres ensembles urbains des autres pays. Troisièmement, la ville doit être capable de s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle accompagne l'habitant dans les différents moments de sa vie. On ne vit pas de la même façon quand on a 25 ans que quand on a 85 ans, et donc ça c'est un défi que les villes doivent également, auquel les villes doivent faire face. Quatrièmement, la ville doit être créative, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à des besoins nouveaux. J'ai évoqué les problèmes de communication. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, par exemple, dans une ville comme Paris, avec le développement de Vélib, donc des vélos qui sont accessibles de façon gratuite, quasiment, ou pas très cher. On développe maintenant Autolib, donc des véhicules qui sont accessibles et qui permettent de se déplacer. Et puis toute la question de l'accès donc, aux télécommunications, au réseau Wi-Fi. Cinquièmement, la ville doit être soutenable, c'est-à-dire qu'elle doit assurer le confort de chacun, le bien-être de tous, et délivrer des services dignes d'une société moderne. Là aussi, une petite réflexion. Moi, je travaille à la Défense. Vous avez évoqué tout à l'heure les liens entre le plateau et la Défense. La Défense, c'est un très bel ensemble, mais vous avez une concentration d'employés, de salariés, qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le moyen de transport que vous employez pour venir à la Défense, il est saturé. Moi, j'ai essayé tous les moyens. J'ai essayé le métro, le RER, le train, la voiture. Tous les moyens sont saturés. La deuxième remarque, j'observe que vous avez aujourd'hui à Paris un certain nombre de gens qui font le choix, non pas d'habiter dans Paris ou même dans la banlieue parisienne, mais d'habiter très loin de Paris. Mais grâce au transport, par exemple, grâce au TGV, vous pouvez habiter Orléans et vous êtes à 55 minutes de Paris. Vous pouvez habiter Amiens et vous êtes à 55 minutes de Paris. Or, vous avez beaucoup de banlieusards autour de Paris qui mettent plus de temps pour venir au travail si leur bureau est au centre de Paris. Donc voilà un peu les remarques que je voulais faire en première partie. Deuxièmement, vous dire que justement, donc une société comme GDF Suez essaye de répondre à tous ces défis. C'est ce qu'on appelle la complexité aujourd'hui de la situation urbaine. Alors qu'est-ce que nous faisons? D'abord, c'est une longue tradition chez GDF Suez, puisque la compagnie Suez en particulier s'est développée autour du tramway en Belgique dans les années 1885-1886. Donc c'est vous dire que c'est un travail qui a commencé il y a longtemps chez GDF Suez. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, je vais donner quelques exemples. Premier exemple, Paris. À Paris, nous avons, je crois, 2 technologies qui sont particulièrement intéressantes. Premièrement, une technologie qui consiste à, ça s'appelle Clim-Espace, récupérer l'eau de la Seine. Vous la récupérez et ensuite vous la refroidissez dans la nuit au moment où l'électricité est moins chère et vous la rediffusez dans la journée dans les réseaux de refroidissement, d'air conditionné des bâtiments résidentiels
ou professionnelle. Et vous rejetez ensuite cette eau dans la Seine une fois qu'elle a transité dans tout le système. C'est une technologie que nous avons développée et qui a beaucoup de succès, notamment dans les nouveaux quartiers des grandes villes asiatiques. Deuxième technologie, ça s'appelle la Compagnie parisienne de chauffage urbain. C'est une joint venture avec la ville de Paris. Et là, nous faisons quoi? Nous récupérons la chaleur des usines de traitement des déchets, donc d'incinération, et cette chaleur, nous la faisons là circuler, cette fois-ci non pas pour refroidir, mais pour chauffer des bâtiments industriels ou professionnels. Là aussi, c'est une technologie qui a évidemment beaucoup de succès dans le développement des nouvelles villes. Un deuxième exemple que je voulais donner, ce sont les éco-quartiers. Vous avez beaucoup de nouveaux quartiers qui cherchent justement à réduire leur consommation d'énergie aujourd'hui, à jouer la carte de l'efficacité énergétique. Deux exemples que je vous donne. Londres, le quartier des Jeux Olympiques. C'est GDF Suez aujourd'hui qui est en train de développer tout ce quartier en termes d'efficacité énergétique et qui permettra donc de fournir 80% des besoins énergétiques de ce nouveau quartier et de réduire les émissions de CO2 de 25%. Deuxième écoquartier assez emblématique, c'est celui de Overhoeks, dans la banlieue d'Amsterdam, qui est un quartier que nous avons également développé et qui permet à peu près les mêmes réalisations en termes d'efficacité énergétique. Dernier exemple que je voudrais donner, c'est un exemple qui n'est pas très éloigné d'ici, c'est à Casablanca, puisque la Lyonnaise des Eaux de Casablanca, qui est une filiale de GDF Suez, opère sur Casablanca depuis maintenant une vingtaine d'années l'eau, l'électricité et l'assainissement. Et c'est un enjeu qui n'est pas évident. Je crois que la LIDEC a réussi à le faire de façon satisfaisante, à développer des instruments technologiques assez impressionnants. J'ai eu l'occasion de la visiter il n'y a pas si longtemps. Vous avez des ingénieurs marocains qui ont développé tout un système de suivi informatique de la consommation et du réseau pour intervenir lorsqu'il y a le moindre problème. Deuxième réalisation importante de Casablanca, enfin de la LIDEC à Casablanca, c'est le traitement des quartiers défavorisés, justement pour éviter que se développent des quartiers qui n'aient pas accès ni à l'eau ni à l'électricité. Et il y a eu un effort considérable qui a été développé dans les quartiers qu'on appelle quartiers informels de Casablanca. Donc voilà ce que je voulais donner comme exemple pour conclure, peut-être parce que je sais qu'il est tard et que vous êtes tous impatients de poser des questions, pour conclure sur le fait que cette problématique de la ville est une problématique humaine, comme il a été mentionné à plusieurs reprises, qui nécessite, je le crois profondément, un partenariat entre le public et le privé. Je crois que c'est vraiment un lieu où il ne faut pas opposer le public et le privé. Je crois, on l'a dit, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, mais je crois que fondamentalement, le fait de faire travailler ensemble des entreprises privées qui apportent leurs solutions, qui apportent leurs technologies, qui apportent leurs compétences, qui apportent leur financement éventuellement et qui apportent leurs ressources humaines, avec le pouvoir public est fondamental, puisque, on l'a bien vu, ce sont les autorités publiques qui vont décider du planning, qui vont décider de l'aménagement, ce sont les autorités publiques qui sont en charge du caractère équilibré du développement urbain, et quand on traite de questions relatives à l'eau, aux déchets, à l'électricité, au transport, on sait que quelque part, c'est un bien public. Donc ce partenariat entre le public et le privé me paraît fondamental. Merci. Thank you very much, Dennis. So what are we worried about? I mean, technology. Technology is the answer. So, yeah, it's 6 o'clock, so we don't really have so much time. I see one hand up, so would you like to ask here? Tell us your name, please. Moi, Adel Jouti, je suis conseiller en communication des organisations. Je travaille maintenant dans un cabinet d'avocats. Bon, j'ai 3 petites questions. Parmi les défis des métropoles africains, parmi les défis que les métropoles africains plutôt doivent affronter, c'est la gestion des déchets, ce qui est une problématique majeure qui surgit puisqu'on vient d'avoir une séance plénière sur l'environnement. Donc, le Maroc et les Marocains, sans rien vous cacher, produisent chaque année énormément de déchets. Donc, pensez-vous qu'il y ait des opportunités d'investissement en matière de recyclage et
qu'est-ce qui sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Ma deuxième question, le maire de Dakar a mentionné le rôle principal que doit jouer la société civile dans ces métropoles. Comment rendre les associations un acteur de changement et un intermédiaire entre la population et les autorités? La toute dernière, c'est à monsieur le directeur d'Alstom Maroc. Alstom s'est engagé sur plusieurs grands projets de transport au Maroc, et je cite le cas d'exemple de Casablanca, où on mène un chantier qui est énorme et difficile. Donc, est-ce que vous avez prévu des solutions en cas de non-changement de l'emplacement du terrain de foot situé au sein de la ville, parce que ça aura des conséquences très graves sur les travaux accomplis? Merci. Thank you very much. There's very interesting questions. Sir. Merci. Bonjour. Nasser Amia, architecte et secrétaire général de l'Ordre des architectes de Tanger. D'abord, merci pour ce panel, parce que c'est rare. C'est une fois par an à Tanger qu'on a l'occasion d'être en face de notoriété et d'intelligence de ce niveau-là. Et donc, c'est l'occasion aussi, des fois, de revenir à des bases et de reconsidérer certains principes sur lesquels nous discutions depuis tout à l'heure, pour revenir à l'essence même qui est l'homme dans cette histoire. Et je pense que, sur toutes les interventions que nous avons entendues aujourd'hui, il y a un mot qui n'a pas été cité et qui est quand même l'essence même de la vie sur Terre par rapport à celui qui l'occupe, qui est l'homme, c'est sa dignité. Et donc cette dignité humaine aujourd'hui, elle ne peut être réconfortée et assurée et garantie